Oui, oui, tu as pas de questions, tout va bien. D'accord, très bien. Donc, un auto-encodeur, c'est tout simplement un réseau de neurones dont l'entrée et la sortie sont la même chose. Donc, tout simplement. C'est un réseau de neurones qui apprend à reconstituer son entrée. Donc, on se demande à quoi ça sert ce truc? Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? En fait, il y a des bonnes raisons. Heu, L'une des raisons, c'est qu'on veut apprendre en fait à résumer l'entrée en plus petite, dans une plus petite dimensionnalité. Donc, par exemple, ce que je vous ai montré au tout début, une réduction de 20 000 à 2 dimensions, par exemple, c'est quelque chose qu'on pourrait faire en théorie avec un auto-encodeur. Donc, l'auto-encodeur classique, c'est on a une entrée qui, qui a une certaine dimension. On fait passer ça, on a un réseau de neurones fully connected, par exemple, ou ça peut même être un réseau à convolution, c'est comme un réseau. Mais ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un bottleneck. Et ce bottleneck sépare la partie encodeur de la partie décodeur. Donc, le bottleneck est en général de dimensionnalité beaucoup plus petite que l'entrée. Et ça va être aussi, ça va aussi être l'entrée du décodeur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on encode en plus petite dimension et on décode après le vecteur de petite dimension. Mais c'est à partir de ce vecteur-là, on essaie de reconstituer l'input complète. Si on arrive à faire ça veut dire qu'en gros, on est arrivé à résumer l'entrée et tout simplement, on a trouvé des structures, en fait, des corrélations qui sont vraiment, vraiment importantes dans les données, qui nous ont permis de vraiment réduire la taille de l'input. Maintenant, au lieu d'avoir 20 000, on peut juste se balader avec 2, par exemple. Donc, il y a différents types d'auto-encodeurs. Il y en a un qui s'appelle le denoising auto-encoder ou qui marche mieux qu'un auto-encodeur classique. Donc, le denoising auto-encoder, tout ce qu'on fait, c'est que ça fonctionne exactement comme un auto-encodeur normal, mais on va rajouter, on va mettre de l'erreur, en fait. On va masquer aléatoirement des parties de l'entrée. On va rajouter du bruit, par exemple, qui vient d'une loi normale ou quelque chose comme ça. On va bruiter l'entrée. Et le fait de bruiter l'entrée, en fait, améliore l'auto-encodeur, les capacités de reconstruction de l'auto-encodeur. Donc, une autre application intéressante du denosing autoencoder, c'est que là, maintenant que l'on a que l'on masque une partie de l'entrée, et ben, ce qu'on peut faire, on peut en fait avoir une couche qui s'appelle, au lieu d'avoir un bottleneck, on peut avoir une couche qui s'appelle overcomplete, c'est-à-dire qui est même plus grande que la couche d'entrée. Donc, on se demande pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Et ben, tout simplement pour un autre type d'application, c'est qu'on peut utiliser en fait un denoising autoencoder pour, pour avoir un réseau qui apprend en fait à débruiter quelque chose, une entrée qui est bruitée. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une couche qui est plus grande que celle de l'entrée, parce qu'on a besoin de redondance. Et donc on peut entraîner un denoising autoencoder comme ça. Et après ça, si on lui montre des images de la vraie vie qui sont bruitées, et ben, le denoising autoencoder pourra arriver à nous sortir des images qui sont moins bruitées à la surface. Donc c'est un peu du cleaning, du nettoyage de données brutées. Donc, pourquoi les auto-encodeurs sont intéressants? Bah, parce que ça nous permet, de compresser en fait l'entrée. Et donc, les applications, ça permet par exemple, ça peut être l'entrée vers un autre modèle. Et à ce moment-là, ce modèle-là a une entrée qui est plus, on va dire, pure et moins bruitée que si on avait donné l'entrée, les données tout de suite. Donc, ça peut améliorer la généralisation. Ça peut réduire l'overfitting, tout simplement parce que plus la taille de l'entrée est grande, et plus on a de chances d'overfitter, tout simplement. Parce que plus il y a de chances que le réseau arrive à trouver un petit truc qui va lui permettre d'apprendre par cœur en fait les sorties. Donc, réduire la taille de l'entrée peut réduire l'overfitting et aussi surtout en fait pour la visualisation. Donc, avoir cette réduction de dimensionnalité permet d'afficher des choses après dans un espace à 2 ou 3 dimensions qui était au départ à de beaucoup plus grande dimensionnalité. Donc rapidement, en fait, les types d'auto-encodeurs qui sont utilisés aujourd'hui sont principalement tous des auto-encodeurs variationnels. Donc, je ne vais pas rentrer exactement dans les détails de ce que c'est qu'un auto-encodeur variationnel, mais
ce qui est intéressant, la grosse différence entre un auto-encodeur variationnel et un auto-encodeur classique, c'est que l'auto-encodeur variationnel, au lieu d'avoir un bottleneck ici et essayer de reconstruire l'input à partir du bottleneck, va essayer en fait, va sortir en fait comme deux sorties. L'encodeur en fait va sortir les paramètres d'une distribution de probabilité. Donc ici une distribution normale et va donc elle sort les paramètres de la distribution normale, c'est-à-dire la moyenne et l'écart type, sampling, échantillonnage à partir de cette distribution normale et va envoyer le résultat au décodeur. Donc, la raison pour laquelle on utilise principalement des auto-encodeurs variationnels en ce moment, c'est que, ils marchent beaucoup mieux que les auto-encodeurs classiques, mais vraiment, vraiment beaucoup mieux. En plus de ça, ils forcent l'espace latent, c'est-à-dire l'espace caché du bottleneck, est en général beaucoup plus facile à interpréter parce que le fait, en fait, l'architecture des auto-encodeurs variationnels font que, en fait, l'espace est beaucoup plus condensé, donc les points sont beaucoup plus aux mêmes endroits, donc ça donne un espace qui est beaucoup plus facile à interpréter. Et aussi, ils peuvent servir de modèle génératif, tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un autoencodeur variationnel pour générer des choses qui ressemblent aux exemples d'entraînement. Et pour ce faire, en fait, c'est très, très simple. Une fois qu'on a entraîné notre auto-encodeur variationnel, tout ce qu'on fait, c'est qu'on oublie la partie encodeur, on prend la partie décodeur, on connaît les paramètres de la loi de probabilité que l'on essaye de mimer ici. En général, c'est une normale 0,1. Donc, on échantillonne de la 0,1 et on envoie ça dans le décodeur et on obtient des résultats réalistes, tout simplement. Ils sont en général un peu flous, mais ils sont quand même pas mal. Ce sont les modèles génératifs en fait les plus faciles à entraîner que l'on a aujourd'hui en termes de réseaux de neurones. Mais ce ne sont pas les meilleurs. Les meilleurs, c'est les réseaux, c'est les Generative Adversarial Networks, euh, les réseaux génératifs adversariels. Et ces réseaux-là, en fait, sont en général très compliqués à entraîner, mais c'est eux qui donnent les meilleurs résultats. Et donc, l'idée d'un GAN, en fait, d'un Generative Adversarial Network, c'est de prendre deux réseaux et de les mettre l'un contre l'autre. Donc, on va avoir un réseau ici en bleu, qui est le réseau génératif. Donc, lui, il prend du bruit, c'est-à-dire une distribution de bruit, par exemple, une distribution normale, et va essayer à partir du bruit, de construire un exemple, de faire une image de, par exemple, une femme, comme ici. D'un autre côté, donc lui, non, évidemment, il n'est pas très bon, euh, parce que on obtient du bruit, un réseau de neurones, en général, on obtient du bruit. Mais par-dessus ce réseau-là, en fait, on va placer un autre réseau qui, lui, est un discriminateur. Et ce réseau, aléatoirement, va recevoir soit des images générées par le réseau génératif, soit des vraies images. Et va devoir dire est-ce que cette image est vraie ou fausse. Est-ce que c'est une vraie image ou est-ce que c'est une image générée par un réseau de neurones? Et c'est là tout le côté intéressant et le côté vraiment, vraiment intelligent des Generative Adversarial Networks. C'est que ce réseau-là, en fait, ces deux réseaux, en fait, sont entraînés simultanément. Ça veut dire que lui devient meilleur, plus lui devient bon en fait à repérer les vraies images des fausses images, et plus lui va devenir meilleur en fait, de devenir meilleur à générer des images qui ressemblent aux vraies images. Et c'est là, et c'est pour ça que ces réseaux sont extrêmement, extrêmement difficiles à entraîner par rapport au réseau. Au réseau d'auto-encodeurs variationnels, c'est parce il y a toujours cet équilibre à avoir entre les deux réseaux. Parce que si le discriminateur devient trop bon tout de suite, le générateur n'est jamais entraîné. Et donc, par exemple, donc c'est très difficile, enfin je dis c'est très difficile, maintenant au début c'était vraiment difficile, maintenant on a des recettes qui permettent d'entraîner des GAN de façon assez systématique. Mais, mais c'est vraiment cet équilibre-là qu'il faut arriver à maintenir entre les deux réseaux. Et s'il y a un moment, un des réseaux qui prend le dessus, par exemple le discriminateur qui devient trop bon d'un coup, ou le générateur qui va par exemple apprendre à générer une image réaliste. On appelle ça un mode collapse.
C'est que quelle que soit l'entrée que le réseau que le générateur reçoit, il va toujours générer exactement les mêmes images. Donc ça ne nous intéresse pas, mais ça marche parfaitement bien pour complètement euh, battre en fait le discriminateur. Et donc c'est ça, cet équilibre-là, il peut être un peu difficile à obtenir entre les deux réseaux. Mais la grosse chose qui est vraiment, vraiment intéressante en fait pour qu'est-ce qui fait que les réseaux, en fait, les GAN fonctionnent vraiment bien, c'est que en fait, si vous vous souvenez des fonctions de coût, donc le discriminateur a une fonction de coût, en général une negative log likelihood tout simplement, vrai ou faux. Mais le discriminateur est en fait la fonction de coût du générateur. Ça veut dire que on n'a pas besoin de trouver c'est quoi la bonne fonction de coût pour générer des images d'humains. En fait, ce réseau discriminateur va la trouver de lui-même et va devenir la fonction de coût pour le générateur. C'est pour ça que ces réseaux fonctionnent tellement bien en fait pour sortir des images réalistes.